Et si Internet devenait un lieu de bienveillance, de respect et d'écoute ? Ça vous fait sourire ? Cette vision était pourtant celle de toute une partie des pionniers du web dans les années 90. Le 8 février 1996, un certain John Perry Barlow prononçait au Forum mondial de Davos la déclaration de l'indépendance du cyberespace. Son message était simple, aucun gouvernement, à commencer par celui des États-Unis, ne doit légiférer dans le cyberespace. Governments of the industrial world, you weary giants of flesh and steel, I come from cyberspace. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. Ce discours vient en réponse à une série de lois portées par Bill Clinton, alors président des États-Unis, pour modérer les contenus violents en ligne. Dans ce texte, Perry Barlow énonce les principes d'un monde nouveau, plus libre, sans État, sans loi, sans frontières et autorégulé. You do not know our culture, our ethics, or the unwritten codes that already provide our society more order than could be obtained by any of your external impositions. D'abord poète et parolier, John Perry Barlow s'intéresse à l'informatique dès les années 80 et fonde en 1990 une ONG de protection des libertés sur Internet. C'est un personnage cabossé, habillé de noir, avec des bagues à tête de mort sur ses phalanges, élevé chez les Mormons, dans le Wyoming. Il est aussi très proche à la fois des démocrates et des républicains, mais libertaires. Et donc il y a cette idée, c'est John Perry Barlow, qui est de dire cet univers-là est un univers de pionniers, c'est une terre vierge. Alors qu'en est-il du web aujourd'hui ? Quand l'utopie a-t-elle déraillé ? Pour John Perry Barlow, le danger venait de l'État. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était la captation du web par des entreprises privées. Alors remontons le fil de l'histoire. Le 12 mars 1989, Tim Berners-Lee invente la première version du web alors qu'il veut créer une base de données pour les chercheurs du CERN. Un nouveau langage fait son apparition, à base de liens hypertextes, de 3W, de protocoles HTML ou encore d'URL. Lui aussi était un utopiste. Il voulait réaliser un vieux rêve de l'humanité, rassembler la connaissance dans un seul espace, accessible gratuitement et en toute transparence. En 1993, le CERN diffuse le code source du web, et là, tout s'accélère. La toile devient mondiale. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. En un an, on passe de 500 à 10 000 sites web. Et pour mieux s'y retrouver, le premier annuaire est créé. Amazon et Google entrent en scène. Puis, en 2001, c'est au tour de Wikipédia, suivi de l'ensemble des réseaux sociaux. Petit à petit, le web devient un oligopole. Il y a juste quelqu'un qui s'est invité au banquet, qui était l'économie. En laissant finalement une interaction réelle avoir lieu, Perry Barlow a oublié qu'à un moment ou un autre arriveraient, j'allais dire, des intermédiaires, qui sont évidemment les GAFAM ou d'autres sociétés, qui simplement ont joué leur rôle, ont développé leur activité, leur chiffre d'affaires, leur marché, et que donc cette horizontalité rêvée, à savoir qu'il y aurait un pouvoir égalisateur du clic, c'est-à-dire que chaque individu qui serait égal à tout autre individu, a été finalement oublié parce qu'aujourd'hui, vous avez évidemment des entreprises de la taille de Google, de Meta. Et bien sûr, le modèle économique d'une partie de ces plateformes repose sur les revenus publicitaires. Le but est donc de capter les utilisateurs le plus longtemps possible. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Dès lors, l'ambition égalitariste de Perry Barlow paraît bien difficile quand les discours sont pondérés par les algorithmes. Les messages de haine et de désinformation, c'est moins de 5% des messages qui sont sur les réseaux sociaux. Mais ce sont Certains les disent 6 ou 7. les plus viraux, voilà. si je puis dire. L'extraordinaire majorité des messages sur les réseaux sociaux, c'est des messages amicaux ou des messages d'information. Mais à un moment donné, à cause du modèle économique qui est le leur, l'amplification et l'accélération, elle est faite sur des messages qui engagent l'émotion du plus grand nombre de gens possible. Mais les intérêts peuvent aussi être politiques. Car avoir la main sur les algorithmes ou sur les données personnelles, c'est pouvoir orienter les débats. On l'a vu à plusieurs reprises, notamment lors du rachat de Twitter par Elon Musk. Les algorithmes, lorsqu'ils sont mal développés, en effet, ils mettent en danger la démocratie. Ils enlèvent toute hiérarchie pertinente de l'information qui, pour moi, est criminelle en fait pour la bonne santé démocratique d'un débat. C'est ce qu'on a vu avec la montée du populisme. Parce qu'il ne faut pas croire, il y a aussi des gens qui savent pertinemment comment ces algorithmes fonctionnent sur les réseaux et qui vont du coup les utiliser pour propager consciemment des mensonges, des approximations. On a une perte de hiérarchisation traditionnelle de l'information. Ça veut dire qu'on met au même niveau l'information qui est la Terre est plate
plate et une information géopolitique vraie sur la guerre en Ukraine. L'effet bulle rajouté à cela va faire que les gens vont croire que ce qu'ils voient par un biais de confirmation est vrai. Si vous suivez des gens qui disent que la Terre est plate et que vous allez commencer à aimer, vous allez tomber sur beaucoup de contenus qui vous disent pourquoi la Terre est plate. Donc on a un biais de confirmation. Ironie de l'histoire, face aux dérives du web, ce sont les États qui ont été appelés à l'aide, à rebours de l'utopie de Perry Barlow. Aujourd'hui, l'espace numérique fait face à plusieurs menaces simultanées. Le harcèlement en ligne, la mainmise des grandes entreprises, ainsi que la surveillance ou la censure étatique. Ce que Snowden a montré, c'était la liaison dangereuse État-secteur privé. Il a montré à quel point non seulement les États-Unis avaient établi une surveillance de masse sur l'Internet, mais aussi à quel point ça n'aurait pas pu se passer sans le consentement éclairé de la plupart des grands acteurs de l'Internet. Sans oublier que la bataille d'Internet se fait aussi autour des infrastructures. Certains parlent même de vassalisation numérique de l'Europe par les États-Unis. Aujourd'hui, si vous voulez prendre le contrôle d'un territoire, il faut aussi prendre le contrôle de la projection de ce territoire dans ce qu'on appelle la datasphère. Puisque à chaque fois que nous échangeons un paquet de données, nos données passent par quelque part. Il y a des goulots d'étranglement stratégique. Et les États, aujourd'hui, sont dans une compétition pour contrôler ces goulots d'étranglement stratégique, de la même manière qu'au XXe siècle, on était en compétition pour contrôler certains détroits stratégiques ou certaines ressources. Le cyberespace n'est pas ce monde sans matière dont parlait John Perry Barlow. On le voit d'ailleurs avec son empreinte écologique. Alors certes, Internet, ça n'est pas que ça. C'est aussi des mouvements politiques, un partage de la connaissance, un mode de socialisation, un lieu où l'on peut apprendre et s'ouvrir l'esprit. Mais comme le dit l'inventeur du web lui-même, l'utopie de départ, celle d'un lieu égalitaire et autorégulé, semble aujourd'hui bien dépassée. There's a responsibility with the people who run these systems that the algorithm should not accelerate hatred. It should accelerate what? Love, Everything else. support, education. Everything else.